Le Canadien Michael Kovrig, détenu illégalement en Chine durant 33 mois avec un autre Canadien, Michael Spavor, est sorti de son mutisme et a accordé cette semaine une entrevue à nos collègues de la CBC. Kovrig a raconté le cauchemar qu'il a vécu lors de son arrestation en décembre 2018 et le lavage de cerveau auquel il a été soumis lors des interrogatoires. Maintenant, un homme libre, il appelle la communauté internationale à faire pression sur la Chine, sur l'Iran, sur la Russie et les autres régimes autoritaires afin de faire cesser cette pratique. Ferry de Kerkhove a été ambassadeur du Canada et il est spécialiste des affaires internationales. Nous lui parlons à l'instant. Bonsoir, Monsieur de Kerkhove. Bonsoir. Alors, dans son entrevue, Michael Kovrig dit que le Canada n'était pas préparé à faire face aux conséquences de l'arrestation de Meng Wanzhou. Qu'est-ce que le Canada a fait ou n'a pas fait, en fait, depuis, pour mieux gérer ses relations avec la Chine ou être en mesure de contrer des représailles? Premièrement, je dirais que c'est un travail extrêmement difficile de se préparer à ce type d'agression, j'allais dire, de la part d'un pays dictatorial, parce qu'on ne sait jamais dans quelle façon ça va tourner. Ayant vécu moi-même dans plusieurs pays de cette nature, ayant rencontré des prisonniers canadiens à différentes occasions également, ce n'est jamais extrêmement facile. Alors je sais que dans le contexte de l'affaire des deux Michael, il y a ce travail que l'on a fait sur une espèce de convention sur les arrestations arbitraires, qui est une bonne démarche. Maintenant, il y a eu un très grand nombre de pays qui ont souscrit. Cela dit, les pays que vous voulez viser et de faire en sorte qu'ils se comportent mieux n'y sont évidemment pas présents. La Chine ne va certainement pas s'engager à éviter les arrestations arbitraires puisqu'elle est probablement l'une des principales personnes avec l'Iran et d'autres pays. Parce que vous savez qu'il y a certains pays comme l'Iran qui maintenant font le plein de prisonniers dont ils peuvent se servir éventuellement dans des otages, des échanges d'otages. Alors, c'est un travail de longue haleine. Je dirais qu'une des choses sur lesquelles nous avons tous essayé de progresser au plan de notre travail, c'est dans le domaine consulaire. Or, je dois dire que le domaine consulaire était un petit domaine un peu de côté quand je me suis joint au ministère des Affaires étrangères, mais depuis, particulièrement sous l'époque de M. Harper, qui était furiba, qui est des Canadiens qui sont emprisonnés et maltraités, avait vraiment mis de l'accent sur le renforcement des capacités consulaires, c'est-à-dire la capacité de Canadiens diplomates de frapper à la porte avec vigueur et d'essayer de négocier la libération de différents prisonniers. Donc ça, si vous voulez, c'est une opération qui tient. Mais si vous voulez, la capacité de faire sortir un Kovrig à un moment donné ou un autre, c'est gigantesque. Il a fallu que ce soit le président Biden qui finalement signe la libération. Alors, c'est vous dire la complexité d'une affaire de ce genre. Oui. Alors, est-ce qu'il y a des leçons à tirer? Quelles sont les leçons à tirer? Alors, les leçons à tirer, c'est premièrement avec qui allez-vous faire affaire. Bon, si vous êtes un homme d'affaires ou une femme d'affaires, bon, c'est très beau de travailler dans le marché commun avec les Britanniques, les Américains, etc. Mais il est incontestable que la Chine reste un des grands fournisseurs et en même temps un client de nos produits et services. La question, c'est est-ce qu'il y a des possibilités d'obtenir des assurances, des garanties légales et autres, dans quelle mesure même les garanties que l'on consentirait du côté chinois, par exemple, seraient opérationnelles. Je crois qu'il y aurait dans toute négociation commerciale particulièrement, un espèce de protocole à négocier, mais ligne par ligne, avec les autorités chinoises. Mais ça ne protège pas l'individu comme tel. Ça peut protéger l'industrie, ça peut protéger la matière sur laquelle on travaille, mais si à un moment donné, les Chinois décident que vous êtes au fond un espion, ça va être extrêmement difficile. Mais évidemment, plus vous prenez de garanties dans le contexte de la négociation commerciale avec la Chine particulièrement, plus vous avez des chances. Parce qu'il ne faut quand même pas oublier que la Chine, même si on lui impose des droits compensatoires extrêmement durs sur ces différents produits, la Chine a véritablement besoin d'exporter vers l'Occident. Et l'intérêt que Xi Jinping, plus particulièrement dans cette espèce de reconquête de l'économie sur laquelle il travaille, va devoir commencer à composer mieux avec les pays occidentaux. Mais il n'y a aucune garantie dans ce que je vous dis. Il y aura probablement des protocoles d'entente sur ce qui est permis, ce qui n'est pas permis. Est-ce que
est-ce que ce que fait les gens des voitures électriques, par exemple, est un exemple? Je ne suis pas sûr. Mais enfin, il y a certainement des mesures spécifiques de concertation en matière d'accès consulaire et en matière de respect, au fond, des contrats donnés. Et ça, c'est là où il faut aussi les juristes, les avocats de part et d'autre, et pas seulement les avocats chinois. Parlons d'un autre sujet préoccupant, fort préoccupant, si vous voulez bien. C'est un sujet que vous connaissez bien. Vous connaissez la région du Proche-Orient. Vous avez été ambassadeur en République arabe d'Égypte. On craint, et plusieurs craignent, que le conflit actuel entre Israël et le Hezbollah ne dégénère en une guerre totale. Est-ce que vous partagez ces craintes-là? Dans la mesure où l'Iran n'a pas encore, au fond, mis à jour au fond, cette vengeance qu'elle devait faire pour ce qu'elle avait subi du côté des Israéliens, je crois que c'est déjà une partie qui est peut-être temporisée. Mais ce qui se passe à l'heure actuelle vous rappelle 2006 d'une façon de plus en plus grave. Si Israël continue cette conflagration, effectivement, ça pourrait dégénérer. Jusque quand les pays arabes vont-ils tolérer qu'au fond, leur petit pays arabe libanais soit massacré littéralement par des bombardements, par une invasion terrestre? Je trouve ça absolument épouvantable. Et vous remarquez que la communauté internationale ne peut absolument exercer aucune pression sur Netanyahou. C'est pratiquement la guerre totale. Et si maintenant les forces israéliennes vont carrément occuper l'ensemble du territoire libanais pour liquider le Hezbollah, nous nous trouvons dans une situation catastrophique. Alors, je ne suis absolument pas confiant. Faut pas oublier non plus que nous sommes en fin de parcours pour Biden. On est dans l'élection américaine qui est un moment idéal pour faire n'importe quoi à l'extérieur parce que toute l'attention est concentrée sur ce qui se passe au plan électoral. Et j'ai vraiment pas l'impression que ça va se calmer rapidement. On a entendu parler d'une espèce de suspension d'activité de 25 jours. Netanyahou ne veut pas en entendre parler. Et il y a quand même toujours du côté de Netanyahou cette volonté de rester au pouvoir et à la fois de gérer continuellement le Hamas et en même temps d'en liquider une fois pour toutes avec le Hezbollah. Mais on ne liquidera jamais complètement le Hezbollah. La vraie question, c'est à quel moment est-ce que le monde arabe va finir par dire « assez, c'est assez ». Mais pour l'instant, je n'ai aucun espoir d'une accalmie avant un certain temps. On voit que la diplomatie, en tout cas, ne fonctionne absolument pas dans le contexte actuel. À New York, tout le monde déplore ce qui se passe, mais il n'y a absolument aucune influence qui s'exerce sur Netanyahou, quelle qu'elle soit. Ben, laissons-nous sur cette note, si vous voulez bien, un peu négative, mais c'est le reflet de la situation en ce moment. Merci d'avoir été avec nous, M. De Kerkhove. Avec plaisir. Au revoir.